vif du sujet avec une première présentation, une introduction santé en contexte de crise pour comprendre la thématique et ses enjeux. Et je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît, Monsieur Frédéric de Saint-Cernin, président de l'ONG Acted et administrateur de la Fondation Pierre Fabre. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à l'échange que nous allons avoir. Je suis président de la principale ONG française de solidarité internationale. Donc nous faisons tout ce qui n'est pas médical. Et ça me paraît important, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de vous présenter la manière dont on intervient en période de crise. D'abord, quelques chiffres pour introduire le propos. 300 millions de personnes dans le monde ont un besoin humanitaire d'urgence pour survivre. Ces chiffres ne font qu'augmenter. Entre 2019 et 2022, nous avons une progression très importante des personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère. 2 fois plus de personnes en 3 ans qui sont en insécurité alimentaire sévère. Depuis 10 ans, nous avons 2 fois plus de personnes dans le monde qui sont déplacées et réfugiées, qui nécessitent donc un soutien très important. Nous, organisations humanitaires, nous faisons face à de nombreux défis. Je vais parler de 8 défis. Le premier et le principal, c'est évidemment le défi financier. On a bien compris que face à des besoins de plus en plus importants, le rendez-vous de l'aide publique au développement est un rendez-vous majeur. Je n'invoquerai pas ici les financements privés, mais les financements publics, les financements qui soutiennent des organisations internationales comme la nôtre. Beaucoup plus de besoins alors que la situation financière se raréfie. L'ONU, l'année dernière, en 2024, considérait qu'il fallait 500 milliards de dollars pour subvenir aux besoins dans le monde parmi les personnes qui étaient concernées par ces besoins humanitaires. 500 milliards de dollars. L'année dernière, en 2024, 43% de ces besoins étaient simplement comblés. Au milieu de l'année 2025, on est à 13% des besoins financiers pour combler, pour faire en sorte que nous puissions intervenir. Donc, il manque beaucoup d'argent. Évidemment, chacun a à l'esprit ce qui s'est passé aux États-Unis. Le fait que l'agence USAID américaine ait réduit et arrêté ou suspendu ces programmes fait que 83% des financements américains aujourd'hui manquent pour soutenir les organisations internationales sur le terrain. Les Américains, c'est 40% de l'aide humanitaire au monde. À partir de ce moment-là, on voit le manque. On aurait pu espérer que d'autres pays interviennent. Les Chinois avaient annoncé qu'ils soutiendraient l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'a pas été le cas. On voit dans les échanges que l'on peut avoir avec des grands pays du Golfe qu'ils peuvent s'engager dans le domaine humanitaire, mais sur des domaines et dans des circonstances bien précises. Autrement dit, les États ne sont pas en rendez-vous des besoins humanitaires essentiels. Quant à l'Europe, moins 20% du côté des Anglais, moins 20% du côté des Norvégiens, moins 15% du côté des Français. Et je peux vous dire que la tendance va être de plus en plus négative. Donc de plus en plus de besoins, de moins en moins de financement public. Ça, c'est le premier défi des finances. J'évoque très très rapidement le fait que les financements des organisations comme la nôtre, ce sont des dollars, ce sont des euros, et la conversion fait que sur une année comme l'année 2025, une organisation comme Acted devra débourser de sa poche entre 2 et 3 millions d'euros. Donc le défi financier est un défi majeur. J'ajoute que des crises intéressent plus particulièrement les acteurs qui financent l'aide humanitaire. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine en 2022. Beaucoup de financements internationaux sont advenus. Et nous, qui sommes la plus grosse ONG mondiale en Ukraine, je peux vous dire qu'on n'a jamais manqué d'argent. Au contraire, on en a eu même quelquefois un peu trop. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à des crises, qu'on appelle des crises silencieuses, on s'est retrouvé démunis sur d'autres financements. On s'est retrouvé par exemple en Somalie avec des financements qui ont été arrêtés par les bailleurs alors qu'ils étaient décidés, votés, fléchés pour que cet argent parte en Ukraine. C'est toute la dimension humanitaire pour une organisation comme la nôtre qui fait qu'on se retrouve face à des choix qui nous mettent évidemment en grande difficulté. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des crises
qui intéresse médiatiquement, qui intéresse les financeurs publics internationaux et d'autres crises qui sont ce qu'on appelle des crises silencieuses. Dernier élément, sur le plan financier, on se mobilise beaucoup plus quand il y a une urgence, voilà, un désastre climatique, on est plus attentif au soutien d'un tel programme que dans la continuité, sur la reconstruction, sur le développement, où là, il manque régulièrement beaucoup d'argent pour achever notre programme. Donc, premier défi, le défi financier. Deuxième défi, le défi logistique. Je vais aller assez vite pour les autres défis. Le défi logistique, période de désastre climatique, c'est facile à comprendre. Les routes sont coupées, les ponts sont détruits, les aéroports sont aussi débordés par l'arrivée d'avions. Et donc, c'est toute une organisation, une élasticité qu'il faut comprendre. Et même si on connaît bien le contexte d'un pays sur lequel on a l'habitude d'intervenir, quand arrive un désastre climatique, tout a changé. Quand arrive une période de guerre, de conflit, de la même manière, sur le plan logistique, on se retrouve face à d'autres réalités. J'étais au Soudan il n'y a pas longtemps, on travaillait dans une zone qui était contrôlée par les autorités de Khartoum, qui ne sont plus tout à fait à Khartoum, mais à Port-Soudan. Ce terrain a été occupé par les opposants de RSF. On n'a plus pu travailler. On avait les financements, on avait identifié les bénéficiaires, on ne pouvait plus travailler. Donc le défi logistique est une réalité pour toutes les organisations humanitaires. S'ajoute à ça le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire il est extrêmement important pour nous. Il y a 20 ans, 25 ans, les organisations internationales étaient respectées, étaient même bien traitées. Il y a une dizaine d'années, nous pouvions être des cibles indirectes. Aujourd'hui, nous sommes visés. 385 décès en 2024 parmi les humanitaires. Plus de 300 blessés. 125 personnes kidnappées. 45 sont encore emprisonnées. À Gaza, nous, Acted, en 2024, nous avons perdu 2 employés et en 2025, 2 autres employés qui étaient délibérément visés au moment d'une distribution alimentaire. Ça, c'est maintenant une réalité que nous connaissons, que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Défi politique. On travaille, nous, une organisation comme la nôtre, nous travaillons dans les pays où nous sommes enregistrés. C'est-à-dire que nous sommes identifiés par les acteurs publics qui dirigent le pays. Malgré ça, on peut avoir à faire face, évidemment, aux problèmes de corruption. On peut avoir à faire face à des incompréhensions pour atteindre tel ou tel bénéficiaire. Et donc, c'est toujours très important de rester en contact avec ces personnes, mais que ce soit pour le visa, si on veut faire intervenir des personnes venant de l'étranger, des spécialistes venant de l'étranger, que ce soit le bon Ausweis pour atteindre un territoire, c'est un défi permanent avec les acteurs politiques qui peuvent nous mener jusqu'à l'expulsion. Une organisation comme Acted a été expulsée du Nigeria, État fédéral, parce que dans l'État de Borno, dans le nord-est, il y a eu pas mal de difficultés avec le gouverneur, ce qui nous a obligés à partir. Bon, c'est une chose, mais ça veut dire abandonner les bénéficiaires des programmes que nous avions mis en place. Défi écologique, c'est un élément très important qu'il faut avoir à l'esprit parce que quand on intervient, il y a des avions, il y a des camions. Quand je parle de camions, quelquefois, il faut s'adapter dans des situations. J'étais en Birmanie il n'y a pas longtemps et on se souvient d'un programme que l'on avait mis en place. C'est pour atteindre les populations, on avait acheté des ânes, 200 ânes, parce que justement il n'y avait pas de route, tout était coupé, les camions ne servaient à rien. Mais par rapport à cette réalité, les avions, les camions, etc., toutes les ONG maintenant mettent en place des programmes pour compenser leur empreinte carbone. C'est pour ça que nous, organisation humanitaire, qui au départ est une organisation qui portait ce qu'on appelle le nexus humanitaire, urgence, reconstruction, développement. Nous sommes très présents maintenant sur les programmes environnementaux, de régénération des sols, de reboisement dans beaucoup de pays. Le défi de la coordination est un défi extrêmement important. On n'en parle pas suffisamment, mais quand on arrive sur un désastre climatique ou en période de guerre, peut-être qu'il y a trop d'ONG, peut-être qu'elles se bousculent. Or, il faut hiérarchiser. C'est-à-dire que quand arrive un tremblement de terre, c'était le cas au Népal il y a quelques années, on a besoin des organisations médicales pour essayer de sauver des vies. On a besoin de faire venir les pompiers avec les chiens pour commencer au moment du déblaiement à sauver des vies. Et ensuite, il y a besoin d'organisations comme vous. Alors, c'est important que vous sachiez que
cette coordination, cette hiérarchisation des interventions, elle se fait, et elle se fait bien. On n'a pas toujours l'impression que ça se passe comme ça, mais souvent, grâce à OCHA, qui est l'organe de coordination des Nations Unies, on arrive à bien faire en sorte que nous intervenions dans la hiérarchie, dans la discipline et dans un cadre qui est suffisamment difficile. Et point essentiel aussi de la coordination, être bien présent sur tous les terrains qui nécessitent d'intervenir et de subvenir aux besoins essentiels. Éviter que telle région se trouve particulièrement soutenue alors que d'autres n'en est pas. Le défi du personnel. Une organisation humanitaire, quelle qu'elle soit, c'est du personnel. Nous avons 5000 employés. 92-93% de nos employés sont des employés nationaux. Les employés nationaux, ils vivent sur le terrain. Ils vivent aux côtés des populations que l'on va soutenir, avec toutes les difficultés, évidemment, qu'elles peuvent rencontrer en matière de voisinage. En dehors du fait que nos employés à Gaza se trouvent, comme l'ensemble des habitants de la bande de Gaza, confrontés à ce que vous savez. Donc c'est un élément très important à savoir que nous avons besoin d'être extrêmement proches des personnels, de les soutenir en particulier psychologiquement, de les aider aussi dans toutes sortes de difficultés que pourraient rencontrer leurs familles, afin qu'ils soient le plus efficients possible et le plus efficaces sur le terrain. Les employés internationaux, j'en dis un mot parce qu'on a besoin de ces employés internationaux expatriés qui vont intervenir pour telle ou telle spécificité. Chez nous, ce sont des gens qui sont jeunes, très jeunes, et qui doivent faire face aux défis sous le nom de l'isolement. Ils vont intervenir 15 jours, 3 semaines, plus. Je me souviens d'un de nos jeunes qui était intervenu sur le tremblement de terre en Turquie. Pendant 4 semaines, il est dormi dans la voiture. Donc, cet isolement, cette difficulté de travailler sur le terrain, la pression quelquefois vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de ceux qui souffrent, fait que pour une organisation, pour les dirigeants d'une organisation humanitaire, le défi des employés, pour qu'ils soient le mieux possible, est un défi majeur. Et puis le dernier défi, le défi éthique, c'est un élément très important. Il ne faut pas qu'on vienne en expliquant comment ça va se passer. Il y a des gens qui vivent sur place, il y a des gens qui organisent la vie politique et sociale dans le pays. Il faut qu'on soit en conformité, qu'il faut qu'on soit en cohérence avec tous ces gens-là, que ce qu'on en apporte, c'est bien. Il ne faut pas qu'on apporte quelque chose qui va être négatif, qui va être mal pensé, qui va être mal compris. Il ne faut pas qu'on crée des inégalités. Un élément très important, souvent nos financements viennent pour aider des gens qui sont réfugiés, c'est-à-dire qui ont quitté un pays pour un autre pays. Et donc, on va les aider, mais ça peut créer un décalage, une incompréhension par rapport aux populations hôtes qui, elles, ne bénéficient pas de ces financements. Donc, ce sont des éléments éthiques qui doivent être pris en compte. Nous avons un service d'évaluation, de redevabilité pour faire en sorte que vraiment ce que l'on apporte, c'est efficient et c'est attendu par les populations sans créer vraiment des incompréhensions et des inégalités. Alors pour faire la transition en ce qui concerne les interventions dans le domaine plus médical, ce que nous ne faisons pas ou peu, vite fait, depuis 1 an, depuis la baisse des financements, le problème majeur, ça vient du fait qu'on ne vaccine plus, ou on vaccine de moins en moins. Il y a sur le terrain, on le voit nous, en dehors des maladies hydriques, la résurgence d'autres maladies à partir du moment où il n'y a plus ces financements. Point numéro 2, j'en parlais à l'instant, s'il y a 2 fois plus de réfugiés et de déplacés en 10 ans, vous avez un phénomène de promiscuité qui fait que les maladies se propagent et on arrive de moins en moins à les contenir. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. J'essaie d'être bref, mais l'élément important en conclusion que je voudrais vous dire, c'est qu'on intervient, l'engagement c'est quelque chose de majeur, mais l'engagement, il ne doit pas se faire en un temps pour répondre à une urgence. L'engagement, il doit se faire dans la durée, il doit se faire dans la continuité, avec le soutien des financements nécessaires, engagement, continuité pour porter secours aux populations. Merci de votre attention. Merci.